m'appelle Michel Perrault, je suis chercheur dans le domaine de la santé mentale et des dépendances. Je suis rattaché à l'Institut Douglas, aussi à l'Institut des dépendances, et il me fait plaisir d'animer cet événement. Alors, suivant. Et et je suis dépendant de Yang parce que je n'ai pas réussi à bien présenter, là, faire le partage d'écran. Alors, soyons indulgents pour Yang et moins indulgents pour moi, là, qui a vraiment raté sa performance de gestion des écrans. Alors, les activités de formation croisée, c'est vraiment un échange dans les différents réseaux. C'est pour les intervenants, c'est pour les proches, les personnes qui sont prises avec les difficultés. On mène ça depuis 2002, suivant, Yann. Et, ce qui est plus intéressant dans notre cas, c'est que on a ce projet-là qui a été financé dans un des programmes qu'on appelle le programme PODS et qui relève de Santé Canada et aussi du ministère de Santé, Services sociaux du Québec. Et nous, on s'est adressé plus spécifiquement au traitement, en fait, de la place des proches qui accompagnent des personnes qui ont des troubles concomitants. C'est sûr, les ressources, c'est pas nécessairement, ils vont plutôt cibler les problèmes de dépendance ou les problèmes de santé mentale, mais pour les proches qui accompagnent des gens qui ont un trouble concomitant, le défi est encore plus élevé parce qu'ils doivent transiger avec plusieurs réseaux de services et, et vraiment, c'est une course aux obstacles aussi pour avoir les services et faire les suivis. On, on a la chance d'avoir deux organismes qui s'adressent aux proches aujourd'hui. Et, euh, et là, juste pour vous dire, c'est dans le cadre d'un projet qu'on mène avec plusieurs chercheurs. Vous avez la liste devant les yeux. Alors, on fait la première présentation. Juste au niveau logistique, juste pour vous dire, vous pouvez utiliser le QNR pour insérer des questions. Et vous pouvez aussi insérer des réponses si vous voyez des questions. Ici, on a des gens qui viennent de partout, qui sont soit des intervenants, des profs. Vous avez l'expérience des services. S'il y a des questions pour lesquelles vous avez des réponses, gênez-vous pas pour les glisser. On va avoir un petit peu de temps à la fin pour partager les questions, les commentaires. Chaque présentation, il y a 20 minutes qui est prévue. Alors, je vais m'assurer que nos présentateurs ont 20 minutes, puis la balance va aller pour les questions. Alors, la première des présentations, c'est le Centre CASA, puis ensuite, on va avoir l'organisme Arborescence. Et là, ici, vous avez les noms des présentatrices pour le Centre CASA, Martine Beaulieu et Mylène Barbeau, qui sont travailleuses sociales, si je comprends bien, toutes les deux. Et puis, par la suite, on va avoir Amy Tang, qui, elle, étudiait en psychologie. Alors, c'est foncièrement une bonne personne de ce fait-là. Alors, je vous encourage à rester pour l'écouter. Mais les travailleurs sociaux, nous, on est très ouverts. Il n'y a pas juste les psychologues. Les travailleurs sociaux aussi sont entièrement bienvenus parmi les présentateurs et trices. Sans tarder, j'aimerais laisser la place. Ah oui, juste pour vous dire aussi. OK, 20 minutes, ça je viens de le dire. Les questions qui ont déjà été soumises ont été transmises aux présentateurs. Les présentations vont être accessibles sur notre site web, formationcroisée.com. On va vous aviser, on va envoyer une note dès que ça sera disponible. L'autre diapo, Yann. Il y a un formulaire, vous allez avoir deux pop-up qui vont apparaître au cours de la présentation avec de très, très brèves questions parce que nous, il faut avoir une idée de votre avis sur ce qui manque, ce qu'on peut améliorer. Et vous allez avoir à la fin un lien vers un questionnaire qui est plus détaillé. Vous allez avoir de la place aussi
pour proposer d'autres organismes, d'autres choses qu'on devrait monter. On est absolument ouvert à tout ce que vous allez proposer. Alors, je crois que, Yang, je crois qu'on a fini la plomberie. Est-ce que tu peux mettre en complément? Oui, il y a une page sur notre site web qui est dédiée spécialement pour ce projet-là avec les proches. Vous avez le lien. On va vous informer plus tard aussi. Vous pouvez aller directement, tout ce qu'on ramasse sur le projet, même les liens vers les autres présentations, vous allez les avoir sur cette page-là. Alors, je crois on peut y aller, Yang. Oui, enfin. Alors, service destiné aux membres de l'entourage et personnes proches aidantes. Euh, J'aimerais inviter Martine Beaulieu et Mylène Barbeau, qui travaillent toutes deux au Centre CASA, à nous faire la présentation de leur organisme et des services qu'ils sont offerts. Je vois que ça n'arrête pas de rentrer depuis tantôt. Je suis très heureux de voir ça, là. Alors, on est à 112 participants, puis ça continue sans cesse. J'espère qu'on va battre les records. Je vous remercie beaucoup. À vous. Et Bonjour tout le merci. monde. Bonjour. Est-ce que je peux juste faire le partage d'écran, s'il vous plaît? Donc, il faudrait juste... Merci, super. Donc, je crois que ça fonctionne de mon côté. Vous voyez, excellent. Donc, bonjour, merci de l'invitation. Bien contente de partager avec vous notre merveilleuse ressource. Donc, je me présente, Mylène Barbeau, je suis travailleuse sociale, coordonnatrice des services cliniques externes et je travaille énormément avec les membres de l'entourage au sein de mon poste, mais aussi avec les personnes aux prises avec une problématique de dépendance. Martine, je te laisserai te présenter, puis par la suite, je vais changer la diapo. D'accord. Alors, Martine Beaulieu, travailleuse sociale également. Je fais partie de l'équipe du Centre CASA depuis près de 19 ans, maintenant comme superviseur clinique et agente à la planification, programmation et recherche. Donc, beaucoup impliquée dans le développement justement des services, dont les services aux membres de l'entourage et personnes proches aidantes de gens aux prises avec une dépendance. Je vais vous parler brièvement de notre organisme, simplement pour vous situer un petit peu. Donc, on fête nos 30 ans cette année. On est situé dans la région de la Capitale-Nationale, donc à Saint-Augustin-de-Desmaures, à 15 minutes à peu près de la ville de Québec. Notre mission, c'est d'offrir des services spécialisés de prévention et traitement des dépendances à une clientèle adulte, aux membres de l'entourage et dans la communauté également. Et je précise que tous nos services sont offerts uniquement sur une base volontaire, autant pour les gens prises avec une dépendance que les membres de l'entourage. Pour vous situer un petit peu plus par rapport aux différents services, je vais vous parler brièvement de nos services d'hébergement. Donc, on offre des traitements de thérapie de 28 jours ou de 4 à 7 semaines. Donc, on traite les dépendances aux substances psychoactives, aux jeux de hasard et d'argent, puis la cyberdépendance, donc les écrans, les technologies. Puis, nos programmes s'adressent à, comme on disait tout à l'heure, des adultes. Puis, programme régulier, c'est vraiment le programme où sont admises la majorité des personnes là, en traitement. Tandis que le programme concomitance, là, on s'adresse spécifiquement à des personnes qui portent ou ont porté l'uniforme, comme par exemple militaires, vétérans, qui ont un traumatisme de stress opérationnel. Donc, du pourquoi le programme est un peu plus long. On offre aussi beaucoup d'autres services en hébergement, mais on va se centrer là, sur nos services offerts aux membres de l'entourage. Donc, Martine vous a parlé que justement, on avait des services pour les membres de l'entourage, puis on tient à faire comme une petite aparté. On sait que les gens, quand ils vont en thérapie fermée, souvent, il y a une coupure avec, à l'extérieur, avec les membres de l'entourage, justement. Puis, on essayait de voir comment on pourrait maintenir les liens, en fait, avec l'entourage, malgré qu'on soit en thérapie fermée. Donc, pour impliquer, en fait, les membres de l'entourage, les personnes proches aidantes, à chaque personne qui vient en thérapie,
thérapie, on leur demande, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais qu'on appelle de ton entourage, voir comment ils vont, voir un peu c'est quoi leurs besoins, est-ce qu'ils ont besoin des services. Donc, ça va nous permettre de faire une approche de reaching out, qu'on va pouvoir justement aller voir des besoins que des fois, on sait que les membres de l'entourage ne vont pas nécessairement solliciter l'aide directement pour eux. Donc, c'est une façon de les rejoindre. D'une autre part, en fait, tout au long de la thérapie, les gens qui s'y sont hébergés ont des contacts avec l'entourage, des contacts téléphoniques. Des fois, il va y avoir aussi des appels vidéo pour maintenir les liens. Puis, on va proposer finalement aux personnes hébergées la possibilité de faire une rencontre ou deux, dépendamment du contexte, de préparation au retour dans le milieu de vie. Donc, on sait que, bon, pendant 28 jours, on a fait une pause, on a évolué dans tout ça, les membres de l'entourage également de leur côté. Alors, on propose de faire une rencontre, voir un peu partager, c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on a appris chacun de notre côté, est-ce qu'il y a des nouvelles limites, des choses qu'on voudrait qu'on instaurer différemment là, pour le retour à la maison dans tout ça. Donc, ça peut être des rencontres familiales, des rencontres conjugales, ça peut être aussi des rencontres des fois avec des amis qui sont significatifs, là, où est-ce qu'ils veulent avoir un partage. Donc, ça, c'est l'implication des membres de l'entourage en contexte d'hébergement. Je vais aborder brièvement nos orientations cliniques. C'est un peu les définitions qu'on a adoptées sur lesquelles on s'appuie dans nos façons d'intervenir. Donc, on définit la dépendance comme une problématique qui est complexe, qui est multifactorielle, qui peut être épisodique ou persistante, puis qui va avoir des méfaits sur le système dans son entièreté. Donc, autant la personne qui est usagère de substances, de jeux ou quoi que ce soit, que les membres de son entourage. Et bien, on sait que dans la dépendance, la concomitance avec les problématiques de santé mentale sont généralement la norme plutôt que l'exception, donc ce qui ajoute souvent à la complexité et parfois à la persistance ou au besoin de plusieurs épisodes de service. C'est pour ça que le rétablissement, à notre sens, c'est vraiment un processus qui est multidimensionnel et qui est dynamique. Donc, on doit tenir compte des différents aspects de la situation. Puis, il peut y avoir plusieurs épisodes de service qui impliquent différents membres de l'entourage à différents moments de différentes façons. Et dans le traitement, on adopte l'approche de thérapie cognitive comportementale, mais je veux surtout mettre l'accent sur la perspective qu'on adopte, qui est celle de réduction des méfaits. Donc, qui est vraiment basée sur les attitudes de pragmatisme, de bienveillance, d'humanisme, où est-ce qu'on va favoriser la reprise de pouvoir d'agir autant chez la personne qui a une dépendance que chez les membres de son entourage. Donc, pour les proches, c'est de soutenir la capacité qu'ils ont à accomplir leur rôle de personne aidante tout en se protégeant face à une problématique de dépendance qui est souvent ardue, persistante. Puis on sait que l'approche de réduction des méfaits, c'est une approche qui est sensible au vécu de violence, au traumatisme, donc qui est recommandée aussi en contexte de concomitance de dépendance et santé mentale. Puis dans le traitement, on met l'accent sur l'intervention conjugale familiale pour atténuer les conséquences de la dépendance, mais aussi surtout favoriser la capacité que le système client, puis chaque membre de ce système-là a de s'adapter puis de se soutenir mutuellement face à la problématique de dépendance. Donc pour nous, c'est pas, on n'a pas on pourrait dire un client désigné ou un usager désigné qui est la personne aux prises avec la dépendance, mais vraiment une perspective où est-ce que autant les membres de l'entourage que le proche doivent être considérés et impliqués. Donc, dans le fond, on va vous présenter un court vidéo d'environ 8 minutes qui présente la réalité de membres de l'entourage qui ont participé au service au Centre CASA. Vous allez voir en même temps les lieux du Centre CASA, puis on va détailler brièvement l'offre de service par la suite, mais déjà dans cette vidéo-là, là, on peut avoir accès, je pense, à une richesse que les personnes, les membres de l'entourage sont davantage expertes, donc on leur a laissé la parole pour cette vidéo-là. Donc, je vais espérer que tout fonctionne bien. Bonne écoute. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oh, excusez. Attendez, on repart ça.
Ça se peut-tu qu'il n'y a pas de son, Mylène? Merci de me le dire. Je ne savais pas. J'ai fait un test tantôt, pourtant. Laissez-moi un petit instant, puis je reprends la technologie en main. Vous n'entendiez rien du tout? Non, il n'y avait pas de il son. est arrêté, là. Ouais, il est arrêté. On va faire un plan B parce que j'étais prête pour un plan B, là. Oui. OK, je reprends ça. Puis là, ça va marcher. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui, Super. super. On fait ça. Bonjour à tous. Mon nom c'est Mylène. Je suis travailleuse sociale au Centre Casa. Ça va être avec moi qu'on va traverser ce moment de partage, de connexion. Alors, je m'appelle Hélène. Je suis venue au Centre Casa pour m'aider pour une personne qui est très proche de moi. Je suis le père de François, qui est mon fils, qui a eu des problèmes de dépendance et qui a fait une thérapie ici au Centre Casa. Je suis Julie. Je suis la mère de Maxime, mon garçon qui est en rétablissement. Je suis venue au Centre Casa pour chercher de l'aide en groupe, parents et individuel. Mon nom est Sébastien. Je suis venu au Centre Casa pour un problème de dépendance à l'alcool. Par la suite, on a fait une rencontre de thérapie de couple avec ma conjointe qui est ici présente. Je m'appelle Magda, je suis la conjointe de Sébastien qui a eu le problème de dépendance. J'ai participé au programme d'aide à l'entourage virtuel et par la suite en personne. Et à la fin aussi, la thérapie de couple avec Sébastien. La dépendance, ça vient pas juste affecter la personne qui en fait usage, hein. Ça vient affecter tout le monde et on vit tous les méfaits de cette dépendance-là. Au début, c'était pas pour moi, c'était que je cherchais à comprendre. Je voulais comprendre ce qui se passait, j'étais comme perdu, je savais pas, puis c'est comme un réflexe d'aller chercher de l'information. J'avais besoin d'aide parce qu'évidemment que j'étais en train de tomber. C'était aussi simple que ça. Je me sentais pas bien, j'avais besoin de soutien. Donc, c'est par le biais du groupe que j'ai pu m'en sortir à travers cette épreuve-là. Moi, je dirais que le fait de participer avec d'autres personnes et d'entendre d'autres situations, ça ouvre on n'est plus tout seul avec le problème. Puis on a l'impression souvent aussi quand on parle avec les autres, bien, on se sent écouté, mais on se sent compris. Alors, des fois, il y a des sentiments qu'on peut avoir de la misère à partager, mais on sait que les autres les ressentent aussi. Puis dans des groupes, on n'a pas de jugement. Donc ça, l'écoute est présente. C'est très puissant, la force du groupe dans ces partages-là. Moi, ce que ça a fait personnellement, ça m'a ramené vraiment les deux pieds sur terre, au sens que c'était sa problématique, sa maladie. Pour la personne dépendante et la personne de son entourage, le parent ou l'ami ou le frère, la sœur, c'est que c'est des chemins séparés. On n'est pas sur le même chemin que la personne qui fait. On est à côté, puis il faut faire notre propre chemin là-dedans. Mais tu ne peux pas faire les choses pour l'autre personne, comme l'autre personne ne peut pas faire les choses pour toi. Comment vous avez vécu l'expérience de couple, les interventions, le suivi conjugal que vous avez fait? Moi, ce que je me suis aperçu à travers tout ça, c'est que je pensais avoir une bonne écoute, mais j'avais pas une bonne écoute. Je posais une question, mais j'écoutais pas la réponse. Et je pense que c'est pendant cette rencontre-là que j'ai compris que c'est important de prendre soin de nous-mêmes. C'était comme ça le moment déclencheur que je me suis dit, je suis rendue là de me protéger de tout ça. Qu'on avait au début, je pense que c'était chaque semaine, par la suite, chaque 2 semaines. C'était le temps qu'on consacrait pour parler de nos émotions. Je trouve que c'était le temps vraiment très bien investi. Dans notre cas, je trouve que notre relation est devenue plus forte qu'avant. Alors, quand on côtoie quelqu'un qui a des problèmes de dépendance, mais c'est pas à vie, c'est périodique.
Puis le fondement de ça, c'est de croire en l'autre personne malgré tout ça, là. J'ai toujours encouragé à mettre ses limites, puis elle le faisait. Puis moi, ben, à quelque part, ça m'a aidé parce que à la base, je la voyais plus forte. Puis en même temps, ça m'a comme servi de guide un peu. Elle avait sa limite. Puis c'est à partir du moment où elle a imposé sa limite aussi, je pense que là, ça a fait un changement dans la dynamique. Moi, c'est ça que j'ai appris le plus, je pense. C'est que j'avais le droit d'avoir des limites. Même plus que d'avoir le droit, il fallait que j'en trouve des limites, là, puis que les autres aussi ont le droit de les connaître, mes limites. Puis c'est comme ça que je vais apprendre à les respecter. J'ai eu un déclic, moi aussi, ça a fait comme c'était assez. Et là, j'ai dû mettre des limites et j'ai appliqué le détachement avec amour. C'est si tu consommes, tu sors de la maison. Et ça, peu importe où tu es rendu dans ton cheminement, début avril, Maxime avait consommé, avait rechuté. Et là, il a fallu que j'applique. Ça a été... la chose la plus difficile. C'est comme si, à un moment donné, les limites, c'est une façon de continuer d'aimer l'autre. C'est dire, je t'aime tellement que pour continuer à t'aimer, il faut que je me protège pour être disponible à toi. Ça achève ça, à un moment donné? Oui, parce qu'à un moment donné, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, moi, c'est de comprendre qu'il n'y a rien de permanent, là. Ça ne restera pas toujours comme ça, comme les émotions, les sentiments. Il n'y a rien qui va... Tout bouge, tout est en mouvement. Ça a l'air d'une grosse boule de problèmes, là, mais un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Faire le premier pas, appeler. Juste ça. La personne qui va vous répondre, elle va vous guider. Puis tout le reste va sourire. Puis on a tout un peu nos carapaces, mais demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est se montrer vulnérable à la base. Puis après ça, accepter que ce que les autres nous disent, que les choses doivent changer dans notre vie. Ouais, de ne pas avoir honte de demander d'aide. C'est comme briser la solitude. Je trouve que ça m'a aidé beaucoup de parler avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Alors, je trouve que de partager l'expérience, ça fait du bien. Je suis fière de moi d'avoir passé le processus et d'avoir continué. Et encore à ce jour, même s'il est en rétablissement, je continue quand même à cheminer. Alors, je me dirais bravo. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut le reconnaître que je pense que j'ai réalisé pour une première fois peut-être dans ma vie, dans tout vraiment que j'ai été un bon père. Il y a des façons de s'en sortir, il y a des façons de communiquer avec les autres, c'est d'être avec le monde, d'être avec les autres, les regarder, de se regarder soi-même, puis d'avancer. Après ça, faire confiance aux gens qui sont ici au centre parce que vous êtes extraordinaires. Super. Donc, toujours bien touchant de voir ces personnes se montrer autant vulnérables à l'écran, puis de partager leur expérience. Puis tantôt, si vous voulez partager vos rétroactions aussi, ça va nous faire plaisir de vous entendre. Je pense que vous avez quand même identifié certaines choses, puis je ne veux pas répéter ce que les gens vous ont partagé dans cette vidéo-là, mais on voit que les membres de l'entourage vivent des conséquences de la dépendance, que ça engendre en fait une redéfinition des rôles du système, de comment on fonctionne, puis il y a des moments où est-ce que c'est des moments plus de crise, il y a des moments où est-ce qu'il va peut-être avoir une accalmie, mais tout ça, ça fluctue et c'est demandant. Ça demande beaucoup de capacité dans tout ça.
Donc, les membres de l'entourage sont importants, ils ont un rôle, ils ont un pouvoir aussi d'influence sur la gestion de la problématique de dépendance, sur le rétablissement, mais il ne faut pas juste les considérer comme des aidants pour les personnes aux prises avec une dépendance ou même de santé mentale, mais aussi comme des personnes qui ont aussi des besoins à part entière. Mylène? Oui. Il reste comme 2 minutes là, pour votre portion. Oui, je suis en speed mode. On y va. Super. Au niveau des besoins de la clientèle, vous les avez dans le PowerPoint. Donc, c'est d'avoir cet espace-là pour être accueilli, d'avoir de l'information, de bien évaluer les besoins, d'avoir cet accompagnement-là selon les différents moments de crise ou de traitement ou de rechute ou peu importe. Donc, c'est des besoins qui vont fluctuer avec le temps. Vous avez l'offre de service qui est une offre de service, en fait, autant en personne qu'on a une offre de service en virtuel. Donc, peu importe le territoire sur lequel vous êtes, on dessert, dans le fond, toute la province de Québec. C'est-à-dire qu'on a un groupe en virtuel qui est accessible, le programme d'aide à l'entourage pour tous les membres de l'entourage, peu importe si leur proches aux prises avec une dépendance sont venus à CASA, ont eu des traitements, réalisent leurs problématiques de dépendance. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. On a un groupe de soutien pour les parents, donc on a un groupe qui est parfois, on fait des cohortes en virtuel, d'autres fois, on les fait en personne. Un groupe de soutien pour les conjointes également. Donc là, c'est des cohortes fermées, un petit peu plus intenses dans l'accompagnement des besoins. Puis, on fait de la consultation conjugale, familiale, où est-ce que c'est du 8 à 15 rencontres là, avec une travailleuse sociale, des rencontres à faible coût également. Donc, c'est toujours accessible pour tout le monde. Les rencontres conjugales familiales se font uniquement en personne. Par contre, les consultations individuelles se font autant en personne qu'en virtuel et autant pour les membres de l'entourage que pour les personnes aux prises avec une problématique de dépendance. C'est un service qui est accessible. Donc, juste pour terminer, en fait, le processus de demande d'aide, dans le fond, les gens nous appellent. On prend le temps d'évaluer leurs besoins, de voir qu'est-ce qui se passe dans leur situation, d'orienter la personne vers le bon service ou vers la bonne ressource si jamais on sent que nous, on n'est pas la bonne ressource. Le temps d'attente varie selon le service, varie selon la disponibilité de la personne. Mais dites-vous, pour les membres de l'entourage, dès qu'on appelle dans la semaine même, on peut commencer le programme d'aide à l'entourage. Donc, il n'y a pas d'attente pour ça. Oui, il y a peut-être l'attente pour les suivis conjugaux individuels, mais on vise une approche de groupe en premier parce qu'on voit que ça brise l'isolement, parce que c'est plus accessible, puis que finalement, ça les aide de voir que, OK, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Pour les détails sur les offres de services, allez sur notre site Internet. Sinon, prenez le temps de nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'être plus explicite dans les particularités des services. Mais en gros, retenez que c'est une approche qui est de groupe en premier. Après ça, on va aller dans du couple, dans de la famille. On va aller dans de l'individuel. Puis, on vise une accessibilité aux ressources, puis une collaboration avec les autres organismes. Là, si jamais il y a un profil plus santé mentale, moins de dépendance, quoi que ce soit, on va évaluer là, pour voir comment bien répondre aux besoins. Les sources, si jamais, sont affichées et j'ai terminé mon speed mode. Merci beaucoup, Mylène. Ça fait plaisir. Peut-être tantôt, si on a du temps pour un échange, ça serait de voir, ce que je comprends, on voyait beaucoup la question des dépendances là, dans les vidéos, tout ça, mais c'est surtout comment on fonctionne quand il y a une combinaison avec problème de santé mentale, l'investissement des proches, comment vous pouvez fonctionner, si vous pouvez penser à quelques lignes là-dessus tantôt, ça serait vraiment intéressant. Oui, parfait. OK. Alors, pour tout le monde, là, vous avez le pop-up là, pour évaluation, mais sans tarder, j'aimerais inviter Amy à parler d'arborescence. Amy, je ne crois pas que vous ayez de vidéo. Je crois qu'on a une diapo, puis vous direz à Yann qu'il l'affiche quand ça sera le temps. Mais peut-être, Yann, tu pourrais afficher au moins le titre ou la première diapo pour qu'on aborde.
Je vais prendre ce temps pour remercier Casa aussi de la présentation. Je trouve que le témoignage puis la petite vidéo résume extrêmement bien euh, les répercussions puis le besoin justement de la population à recevoir ce type d'aide-là. Puis je trouvais ça super touchant. Donc, merci pour ce partage. Je trouve que c'est un super beau résumé aussi de nos deux organismes aussi. Donc, sans plus tarder, je me présente. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Amy Tang. Je suis intervenante psychosociale chez Arborescence dans le volet jeunesse. Euh, Notre organisme a pour mission justement de venir en soutien aux membres de l'entourage d'une personne qui vit avec un ou plusieurs enjeux de santé mentale. Je tiens à spécifier que c'est pas obligé d'être diagnostiqué, donc on va vraiment juste se fier aux sentiments puis à la réalité de chaque personne qui contacte pour avoir du soutien. Je tiens aussi à souligner que c'est la semaine nationale des personnes proches aidantes cette semaine, puis que notre organisme Arborescence fait partie des membres du CAP Santé mentale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Confédération des associations de proches en santé mentale du Québec. Il y a une cinquantaine d'organismes qui fait partie de cette association qui est un peu répartie à travers le Québec. Si jamais, pour ceux et celles que ça intéresse, sur leur site Internet, il y a la liste complète des organismes avec les territoires que chacun dessert. Donc, peut-être que ça sera plus facile si jamais vous ne connaissez pas les personnes, les organismes ressources dans vos quartiers. À Montréal, donc Arborescence est situé à Montréal. On est 8 organismes à Montréal qui ont pour mission de venir en soutien aux membres de l'entourage d'une personne qui vit avec des enjeux de santé mentale. Chez Arborescence, on couvre l'entièreté donc du CIUS de l'Est de Montréal, le CIUS du Centre-Sud et une partie du CIUS du Nord, donc Villeray Petite Patrie. Je trouvais ça super intéressant et pertinent justement en vue de la thématique d'aujourd'hui qu'Arborescence soit présent pour démontrer l'intérêt qu'on a justement face à cette réalité qui est de plus en plus commun au sein de notre clientèle. Je vais parler aussi de notre offre de service en pas long, mais c'est ça, c'est les membres de l'entourage vont venir avec un discours, c'est ça, plus souvent, hey, comme il y a certains enjeux de santé mentale que mon proche vit, mais il y a aussi justement cette concomitance avec les enjeux de dépendance. Est-ce que j'ai quand même ma place chez Arborescence? Puis un peu comme Casa, tu sais, si on est la ressource, si on n'est pas la ressource appropriée, on va référer aux endroits. Si jamais, je vais aussi en parler tantôt, mais on a un onglet, dans le fond, de référencement sur le site Internet d'Arborescence. Puis c'est vraiment intuitif, ça va être écrit qui vous êtes, qui est la personne que vous référez, est-ce que vous avez le consentement, le partage possible. Donc, n'hésitez pas à appeler Arborescence, nous contacter si vous n'êtes pas certain de si vous ou la personne que vous souhaitez référer fait partie du territoire. Il y a aussi quelques petites spécificités. On va aussi prendre les personnes qui ne font pas nécessairement partie du territoire. Je vais parler pour moi en tant qu'intervenante. J'ai des personnes, admettons, qui viennent d'Ontario. Puis la raison, c'est que peut-être leur proche est à Montréal ou peut-être qu'ils sont sur la rive sud, mais que c'est plus facile, accessible, admettons, si que le bureau d'Arborescence soit dans leur chemin pour le travail, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment plusieurs spécificités, puis on accepte quand même énormément de monde. Donc, c'est ça. La raison pour laquelle je trouvais ça super intéressant qu'on fasse partie de ça, c'est que ça fait plus en plus partie de la réalité d'Arborescence. Puis, on a l'opportunité en tant qu'organisme de se former justement, puis d'être conscient des besoins qui changent de la société puis qui évoluent. Si je peux vous donner un exemple, justement, on a eu l'opportunité de participer à un programme qui s'appelle RECAPS, qui est l'acronyme pour, c'est quand même assez long, Rétablissement du trouble concomitant avec les proches de personnes présentant un trouble psychotique et d'utilisation de substances, qui d'ailleurs est un projet de recherche de l'Université de Sherbrooke. C'est une formation qui est offerte par le CAP Santé mentale et présentée par Karine Gaudreault, travailleuse sociale. J'ai vu qu'elle faisait partie justement des personnes du projet de recherche de Michel. Puis voilà, on a vraiment ces différentes opportunités de suivre plusieurs formations, puis de nous-mêmes, justement, prendre les devants, puis de faire comme, hey, c'est quelque chose que je réalise au sein de mon caseload ou d'avoir justement notre équipe d'intervention, puis d'amener certaines thématiques afin de pouvoir expandre, puis répondre aux besoins de la société. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis, si je peux me permettre de passer à l'offre de service, ben, c'est déjà sur l'écran.
On a plusieurs offres de services, notamment les suivis en individuel, que ce soit en intervention psychosociale, vraiment comme CASA, dans le fond, de pouvoir accueillir les personnes, de venir donner de l'information, naviguer les relations qui ont leur spécificité, tu sais, dépendamment du rôle de la personne face à son entourage. Puis je vais approfondir ça. Vraiment cet accueil, de démystifier, déconstruire, recentrer la personne sur ses besoins, mm, travailler sur la mise en place de limites. Vraiment, c'est ce qu'on voit dans le volet intervention. Puis aussi, on a des interventions en parrainage famille. La parrainage famille, dans le fond, ça va être notre volet où les personnes, dans le fond, parrainant famille, sont des personnes, eux aussi, membres de l'entourage d'une personne qui vit avec un ou plusieurs enjeux de santé mentale, puis qui vont pouvoir utiliser leur vécu expérientiel pour justement donner cet espace de partage. Fait que c'est vraiment deux approches complémentaires, mais différentes, qui n'ont pas nécessairement le même objectif au sein justement des interventions. Je tiens aussi à souligner qu'en ce moment, on a une liste d'attente d'environ 4-5 semaines pour les personnes qui souhaitent avoir des suivis individuels psychosociaux. On a aussi des groupes d'entraide qui sont divisés par rôle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un groupe d'entraide pour les parents d'un enfant qui vit avec des enjeux de santé mentale, groupe d'entraide pour parents de jeunes, donc que leur enfant en bas de 25 ans vit avec des enjeux de santé mentale, conjoint-conjointe, groupes généraux aussi, ouverts à tous, c'est comme ça qu'on le nomme. Des ateliers thématiques, des fois ça va être sur l'anxiété, sur la dépendance, sur le TOC, vraiment plusieurs enjeux spécifiques différents. Puis des ateliers qu'on nomme comme des ateliers fermés. Donc, j'essaie de m'en rappeler par cœur. On a un atelier qui s'appelle Traverser la crise. Ce sont des séries justement fermées pour adresser à quoi peut ressembler une période de crise, comment le proche peut le vivre et naviguer justement ces différentes périodes. Je pense que c'est comme 5 séances. On a un atelier qui s'appelle Naviguer la tempête. Donc, comment naviguer une relation lorsque tu es l'enfant d'une personne, d'un parent qui vit avec des enjeux de santé mentale. Il y a vraiment ces spécificités-là qui ne font pas partie de tous les rôles de membres de l'entourage. Quand on parle d'enfants, admettons, on va parler des enfants qui ont été parentifiés. Donc, d'être le parent de son parent, dans le fond, depuis un très jeune âge. On a aussi, justement, comme la fratrie, qui, eux, ont des rôles aussi différents, de venir compenser pour son proche, de vouloir, justement, apparaître comme l'enfant parfait. Donc, vraiment plusieurs spécificités à chacun des rôles. Pour continuer à parler des ateliers, on a aussi les ateliers TPL, donc série fermée, de 10 semaines quand même pour adresser c'est quoi, tu sais, le trouble de la personnalité limite, quelle est la posture du proche dans cette dynamique relationnelle, celui du proche en tant que tel, comment on peut trouver justement des outils qu'on nomme comme adaptés pour pouvoir se permettre de se préserver en tant que proche et quand même naviguer la relation. Je trouve que c'est super bien dit dans le, le témoignage d'être comme, tu sais, comment je peux continuer à aimer, mais à moi aussi me préserver en tant que personne, puis soutenir l'autre. Fait que ça, c'est les ateliers, les différentes thématiques. On a aussi des conférences qui, ça, est ouvert au public. Tous nos ateliers, nos services, dans le fond, sont vraiment pour les membres de l'entourage d'une personne qui vit avec des enjeux de santé mentale. Les conférences, cependant, sont ouvertes au public, donc intervenants ou n'importe qui que le sujet intéresse. D'ailleurs, j'en profite pour nommer que la semaine prochaine, justement, en lien avec la thématique d'aujourd'hui, la semaine prochaine, on reçoit une personne du CRDM, donc le Centre de réadaptation de dépendance à Montréal, qui va venir animer justement une conférence sur mieux comprendre la dépendance pour mieux accompagner. Donc, on a vraiment plusieurs services qui entourent les différents besoins des proches. Aussi des ateliers de répit comme une marche santé, un atelier de relaxation où on a une intervenante qui anime justement une séance yoga, une séance relaxation. Fait que vraiment plusieurs différents services. Je tiens aussi à nommer que tous nos services sont gratuits. Euh, la majorité de nos services sont donnés en français, sauf pour les suivis psychosociaux. Des fois, on a des demandes en anglais. Donc, la seule chose qu'on va demander, tu sais, c'est de nous le nommer, comme ça on peut l'écrire comme pour qu'une intervenante ou un intervenant qui est à l'aise de faire des interventions en anglais contacte cette personne et pas le contraire. Je pense que j'ai pas mal fait le tour des services. Je pense avoir répondu aux questions en même temps. Si je me trompe, ça va me faire plaisir de répondre.
Bien. Merci beaucoup, Amy. Je pense que ça donne parfaitement de l'espace pour qu'on poursuive avec. Il y a eu plusieurs commentaires euh, au cours de la présentation. Je pense que là, euh, j'inviterai tout le monde, c'est ça, les trois présentatrices à être disponibles. Moi, je poserai une première question, puis là, on va voir avec les autres. Euh, c'est la question des troubles concomitants. Vous en avez parlé, Émile, que même il y a un projet particulier là, pour si je comprends bien, pour les personnes qui ont un trouble psychotique et qui ont aussi des problèmes de dépendance. Et je crois que c'est dans le cadre d'un projet de recherche, si je comprends bien. C'est pas nécessairement dans Ouais, votre pratique. non, exact. Dans le fond, à cause que c'est une réalité, les troubles concomitants, qu'on réalise qu'il y a, puis c'est de plus en plus commun au sein de notre clientèle qui demande du soutien, de l'accompagnement. On était comme, hey, l'équipe d'intervention, justement, on n'est pas nécessairement outillé pour pouvoir adresser certains aspects comme santé mentale. C'est c'est notre expertise, on a de la facilité à naviguer justement ces différentes dynamiques, mais quand on implique une notion de plus comme la dépendance, il y a certains d'entre nous qui étaient comme, oh, OK, je ne suis pas nécessairement à l'aise d'approfondir cette thématique. Donc, on a pris les devants, puis le CAP Santé mentale offrait cette formation. Puis on était comme, OK, ben, l'équipe entière d'intervention a pris le temps justement de faire ces journées de formation. Je pense que c'était 3 jours en fait de formation. Puis c'est vraiment ce qui est agréable chez Arborescence, c'est qu'on a justement cette opportunité, puis c'est un peu cette carte blanche d'être comme s'il y a certaines thématiques, ce dont on a besoin, pardon, d'approfondir nos connaissances pour pouvoir accompagner les proches du mieux qu'on peut, ben c'est ça qu'on va faire. Puis justement, vu que c'est un projet de recherche, c'est quelque chose qui se met en place en ce moment au sein d'Arborescence. On va pouvoir recevoir des proches qui, justement, ont le profil puis répondent aux critères du projet de recherche pour les accompagner dans une démarche de groupe. Super. Yann, est-ce que tu pourrais mettre enlever le diapo, juste mettre le plein écran sur les présentateurs? Oui, merci. Ça va être un peu plus agréable. Euh, une question qui peut s'adresser à vous deux, puis là, on pourra voir avec les autres questions là, qui ont pu être posées. C'est, Aimé, vous venez d'expliquer que là, il y a un projet de recherche spécifique. Puis quand on parle des troubles concomitants, c'est qu'il y en a plusieurs, puis ça varie, puis on n'a pas nécessairement l'expertise pour toutes les combinaisons. Mais il y a quelque chose qui est commun, je pense, c'est dans la place que les proches, quand ils jouent leur rôle d'accompagnement, ou même comme ce qu'ils vivent elles-mêmes, si elles doivent transiger avec plusieurs ressources, ou si elles-mêmes, en fait, j'imagine que le fardeau aussi qu'elles doivent soutenir, s'il y a un enjeu de santé mentale, ça doit multiplier les tâches et les- la sensation là, du fardeau, le fardeau lui-même. Est-ce que vous disiez tantôt que ça semble être moins l'exception que la norme maintenant? Euh, euh, Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que vous parvenez à fonctionner, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a un problème de dépression ou avec de consommation, ou vous savez, les troubles courants, est-ce que vous parvenez à fonctionner avec ça? Comment ça se passe au juste? C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment des situations qui varient. Là, c'est sûr que les exemples que j'ai en tête, c'est vraiment, ça fait partie de mon caseload et pas nécessairement des Oui, caseloads de mes collègues. Euh, mais c'est de venir démystifier. Les membres de l'entourage ont beaucoup des questionnements. Tu sais, puisqu'Arborescence est un organisme qui vient en soutien aux membres de l'entourage d'une personne qui vit, c'est long quand même à répéter ça, qui vit avec des enjeux de santé mentale. Généralement, quand les personnes contactent l'accueil ou se font référer vers Arborescence, vont beaucoup plus adresser l'enjeu de santé mentale plutôt que justement la dépendance puis les troubles concomitants qui viennent avec. Euh, Puis c'est vraiment au fil des rencontres qu'on va se rendre compte que, hey, il y a plusieurs enjeux. Puis je pense que Arborescence, en tant qu'organisme, vise vers une approche qui est plus systémique. Puis de plus en plus, c'est vraiment quelque chose qui est constamment en évolution au sein de l'organisme. Puis je pense que c'est vraiment d'être transparent
avec les proches qu'on reçoit, puis de dire ça fait pas nécessairement partie de l'expertise, mais c'est le vécu, puis les sensations, ben, le ressenti que vous avez, la réalité, vos perceptions de la chose, c'est des choses qu'on peut adresser. J'ai beaucoup de questions, par exemple, des proches qui sont comme, ben, est-ce qu'admettons l'impulsivité ou peu importe de mon proche est due, admettons, à son TPL ou est due justement à la consommation de cannabis? Puis ça, c'est des choses qu'on peut venir déconstruire avec eux. Ben, tu sais, ça reste que votre proche est un être humain, puis que oui, il va peut-être répondre à un certain besoin en prenant une telle substance ou peu importe. Fait que c'est vraiment du cas par cas, j'ai l'impression. Puis il n'y a pas de ben ça, c'est la formule qu'on emprunte. J'espère que ça répond. Oui, mais j'adresserai la même question à Mylène puis Martine. De votre côté, comment ça fonctionne? Parce que j'ai l'impression que, Amy, vous êtes associé avec Cap Santé Mentale. J'ai l'impression que votre premier regard, c'est sur la santé mentale, puis ensuite de voir qu'est-ce qui vient après. Mylène puis Martine, j'ai l'impression que votre premier regard, c'est sur la question de dépendance, puis ensuite la santé mentale. Est-ce que je me trompe? Je peux Ah, ben vas-y, Martine. Non, vas-y, Mylène. Ben, en fait, c'est que notre mandat, nous, c'est vrai que notre mission est orientée vers la dépendance, mais une évaluation des besoins hein, se fait de manière très globale. Donc, quand les membres de l'entourage vont nous contacter, ben, on va prendre le temps de voir bon, qu'est-ce qui est plus problématique pour eux. Est-ce que c'est la gestion des moments où une personne va être intoxiquée ou dans une rechute ou quoi que ce soit, ou c'est lié à des symptômes de santé mentale uniquement. Donc, déjà là, on va essayer de départager, mais il y a une concomitance, assurément. Il y a tout le temps une raison qui mène à finalement une problématique de dépendance aussi. Donc, de voir, en fait, le membre de l'entourage, comment cette personne-là va se positionner vis-à-vis son proche, que ça soit des enjeux de dépendance, de santé mentale, ben, il y a une question à avoir, ben, comment moi je veux aider, comment je veux actualiser mon rôle de prochain aidant, et mon rôle de parent, mon rôle de conjoint, conjointe, mon rôle de frère, sœur, peu importe. Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, comment je peux communiquer avec cette personne-là, quelles sont mes limites. Puis ça, ben, peu importe si c'est de la dépendance, de la santé mentale ou n'importe quel enjeu, ça fait partie d'un travail qu'il faut faire. Puis qu'est-ce qu'on peut adresser ici? Les seuls moments où est-ce que on va vraiment objectivement référer vers un organisme en santé mentale, c'est s'il y a une absence de dépendance. Bien là, à ce moment-là, s'il n'y a pas de problématique de dépendance, ou bon, il y a peut-être la consommation ou un usage, mais bon, ça n'engendre pas nécessairement de méfaits, bien à ce moment-là, c'est hors de notre mandat. Donc, oui, une ressource plus spécialisée en santé mentale va être faite en référence dans ce cas-ci. Mais on voit qu'il y a souvent une concomitance, l'anxiété, la dépression, bon, le stress post-traumatique, c'est des choses qui vont venir. Des fois, bon, il va y avoir des enjeux, bon, de troubles psychotiques, des trucs comme ça. Ben, à ce moment-là, des fois, on va même travailler en partenariat parce que selon qu'est-ce qui se passe, on n'aura pas le choix d'avoir différents acteurs, là, autant pour les membres d'entourage que les personnes aux prises avec une problématique de santé mentale ou de dépendance. J'espère que ça répond quand même. Je sens que je me répète un petit peu avec ce que Amy a mentionné, mais j'espère que ça complète. Oui, je suis sûr. Mais juste une autre question, Mylène. Et puis ensuite, je vais demander à Hélène Delus. Elle examinait les questions qui seraient apparues pendant la présentation. Peut-être qu'elle en aura à nous proposer. Mais vous, votre mandat à CASA, tantôt, Amy expliquait que les services sont principalement offerts dans certains CIS, là, au CIUS de Montréal. Vous, votre mandat, il est provincial ou s'il est pour certaines régions? Comment ça s'est distribué? Martine, je te laisserai répondre, ça te va-tu? Oui, tout à fait. Bon, je m'excuse, il y a comme... je ne sais pas si vous entendez un bruit de fond, là. Non, ça va. OK, ça marche. Alors, donc, nous, le Centre CASA, en fait, on a vraiment un mandat qui est provincial. Donc, on peut recevoir des gens là, de l'ensemble du territoire du Québec, en fait, bien qu'on soit situé dans la capitale nationale. Par rapport à l'aide aux membres de l'entourage, là, ils peuvent se trouver à habiter, peu importe, là, que ce soit de la Côte-Nord jusqu'à l'Abitibi, on peut offrir les services.
Ça veut dire que c'est des services en ligne, souvent, si les gens sont trop loin ou... Oui, ben c'est sûr que si les gens sont en dehors de la région Capitale-Nationale ou même des Chaudière-Appalaches, ben à ce moment-là, ça va être une offre de service virtuel. Donc, il y a un groupe virtuel. Des fois, on a des cohortes de groupes fermés, donc parents conjoints, qui vont être certaines cohortes en virtuel, d'autres cohortes vont être en présentiel. Les suivis individuels peuvent se faire autant en présentiel qu'en virtuel. Mais pour nous, c'était important d'offrir les deux modalités. Donc, de ne pas juste faire une offre de service virtuel parce qu'on sait que des fois, les gens ne sont pas nécessairement à l'aise d'être chez eux, de parler de ces enjeux-là, sachant que leur proche est peut-être l'autre côté de la porte, sachant bon, on n'a peut-être pas la disposition ou les outils nécessaires pour partager. Donc, on voulait garder les deux modalités. C'est sûr que si quelqu'un est à l'extérieur de la région, qui veut absolument une ressource en personne, à ce moment-là, on va faire avec eux soit une référence ou une recherche avec le 2-1 ou les orienter vers le 8-1 pour avoir accès à une ressource là, en personne dans leur région. Puis encore là, c'est pas toutes les régions qui ont des ressources en personne, puis des ressources spécialisées pour les membres de l'entourage. Mais chose certaine, c'est que dès qu'il y a une offre de service qui peuvent les aider un petit peu, les membres de l'entourage sont toujours partants. D'autres choses à ajouter, Martine, Amy? Sinon, je vais demander à Hélène s'il y a des questions là, qui ont été soumises. Amy? Oui, ben vite, vite, parce que Mylène parlait des modalités, puis je l'ai flashé, j'en ai pas parlé, mais effectivement, chez Arborescence aussi, ça va être différentes modalités. Surtout, je suis désolée, il y a du son. Euh, pour les suivis, surtout, c'est ça, ça va dépendre de la préférence de la personne, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Euh, les groupes d'entraide aussi vont interchanger de modalités à chaque mois. Donc, un mois en présentiel, un mois en virtuel. La plupart des conférences, ateliers se font en virtuel. Donc, c'est vraiment juste tu sais, de demander plus de détails à l'accueil s'il y a un type de service ou une offre qui vous intéresse, que ce soit vous ou pour justement le référencement. Voilà. C'est bon. Hélène, est-ce qu'il y aurait d'autres questions qu'on doit poser à nos conférenciers? Oui, je pense notamment pour le centre CASA, il y avait quelqu'un qui demandait si les groupes d'entourage ils sont seulement pour les personnes qui ont un proche qui ont accès aux services de CASA. Ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Oui, en fait, juste mentionner que tous les commentaires qui ont été mis pour CASA, je les ai tous répondus. Donc, si jamais c'est votre commentaire, vous pouvez aller voir ma réponse complète. Mais effectivement, c'est pour tous les membres de l'entourage, peu importe si leurs proches ont fait un traitement au centre CASA, à l'extérieur du centre CASA, reconnaissent ou reconnaissent pas leur problématique de dépendance. Peu importe, c'est accessible pour tous les membres de l'entourage d'adultes qui ont des problèmes de dépendance. Donc, on n'offre pas de service pour les membres de l'entourage, ni pour les membres de l'entourage de personnes mineures qui ont des enjeux de dépendance, ni pour les personnes mineures qui ont des enjeux de dépendance. C'est d'autres organismes qui ont cette spécialité-là. L'approche est différente, donc c'est pour ça qu'on spécialise avec la clientèle adulte. Mais je peux répondre aux commentaires de vive voix aussi, là, ça va me faire plaisir, mais j'étais juste plus efficace. Merci beaucoup pour ça. Il y aurait d'autres choses, Hélène? Je pense que si on a répondu par écrit à toutes les questions posées pour CASA, on a fait le tour des questions qu'il y a dans le Q&A. OK. Puis, est-ce que, dans ce cas-là, pour conclure, est-ce que vous auriez d'autres choses à ajouter concernant vos services ou c'est un bon moment? Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent, puis on est enregistré. Alors, non, vous avez fait le tour? Je peux me permettre dans le fond, on peut tout le temps parler puis on peut tout le temps dire des choses super intéressantes. Mais je pense que l'essentiel, c'est que si vous avez des questions, que vous êtes intervenant ou des personnes aux prises avec une problématique, que ce soit de santé mentale, de dépendance ou membre de l'entourage, n'hésitez pas juste à appeler. On ouvre la porte. Je pense que dans la vidéo, c'était quand même assez bien mentionné. Appelez, on va discuter, on va regarder, puis on va référer, on va collaborer ou on va vous offrir des services. Mais ça va nous faire toujours plaisir de prendre le temps de répondre à ces questions-là. Si jamais vous en avez aussi des plus personnels aussi, n'hésitez pas.
je pense que c'est la même chose qu'Émilie dirait, mais c'est ça. OK. Ben, dans ce cas-là, je tiens à vous remercier toutes les trois. Je vais dire juste quelques mots là, sur la suite des choses. Et puis, si vous voulez rester ou si vous avez un autre lien, on va faire une sorte de débriefing là, par la suite. Alors, mais un grand merci pour votre enthousiasme aussi, puis la clarté de vos informations. Yang, est-ce que tu peux rétablir les diapos ou sinon je vais aller au pif? Alors, OK. Ben, juste pour vous dire que vous allez recevoir, ben là, vous avez eu des questionnaires. Il y en a un autre qui va venir. euh, OK. N'oubliez pas le questionnaire d'évaluation. Euh, je disais tantôt que c'est enregistré. Notre matériel il est disponible sur le web. Il y a une page particulière là, dans notre site de formation croisée sur ce projet-là qu'on mène avec les proches. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre diapo, Yang? 10 secondes de remerciement, ben, vous vous en doutez. Vous pouvez croire que c'est moi qui ai tout organisé ça moi-même, tout seul, qui a pris les inscriptions puis qui a fait les suivis. C'est pas tout à fait ça. Il y a toute une équipe derrière. D'abord, il y a le financement. Merci au soutien qu'on a, nos partenaires dans le CIUS de l'Ouest de l'île, le CIUS Centre-Sud, l'Institut sur les dépendances, le ministère Santé et Services sociaux et Santé Canada qui ont financé ce projet-là dans le cadre des programmes PODS. J'ai parlé de nos partenaires principaux et merci aussi à l'équipe. Est-ce que tu peux changer de diapo, Yang? Et l'équipe, ben, Diana Milton, Yang Lin, Hélène Delus, Cathy Bazinet pour les coms, Véronica. En fait, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on a monté un panel de proches et on a des gens du panel qui étaient aussi participants aujourd'hui et on travaille beaucoup sur ce thème-là pour avoir la parole des proches. Amélia Roy, Karine Projean, qui travaillent aussi dans les entrevues et tout ce qu'on développe. Et je tiens à vous rappeler qu'on va monter d'autres activités, dont certaines en bimodal, en présentiel. Il va en avoir au début de l'hiver, puis au cours de l'année. On va vous tenir au courant. Et encore une fois, ben, je vous remercie beaucoup. Puis j'espère que j'oublie rien, mais vous avez les liens, vous savez aussi où nous contacter, puis ça sera un plaisir de poursuivre. Vos suggestions pour d'autres présentations ou d'autres invités sont les bienvenus. Nous, les webinaires, on peut en faire sur une base régulière, il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé aussi. On a un très beau taux de participation. Bonne fin de journée à tous.